Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour ce dernier webinaire, le webinaire conclusif de ce cycle de webinaires organisé en lien entre VET-AgroSup, l'Université Clermont-Auvergne et Agrinium, et qui porte sur la thématique refonder l'agriculture à l'ère de l'Anthropocène. Et pour ce dernier webinaire, on va s'intéresser à la question de la transmission des exploitations agricoles et de leur mission. Pour ce webinaire, nous avons le plaisir d'accueillir deux chercheurs connus sur ce sujet. Dominique Jacques Jouvenot, qui est professeur de socio-anthropologie à l'Université Bourgogne-Franche-Comté, et François Purseigle, qui est enseignant-chercheur en sociologie rurale à l'Institut national polytechnique de Toulouse. Et donc, avant de donner la parole à Dominique Jacques Jouvenot, qui sera l'intervenante de ce webinaire, et François Purseigle, qui jouera le rôle de discutant, je vous rappelle que vous avez deux boutons que vous pouvez utiliser pour interagir avec nous. Le premier bouton est le bouton discussion. Et dans ce bouton discussion, vous pouvez soit nous donner des informations, soit me faire part de vos éventuels soucis techniques. Et moi, de mon côté, je vous donnerai quelques informations concernant nos webinaires. Et puis, l'autre bouton, l'autre rubrique qu'on vous conseille vivement d'utiliser, c'est la rubrique QR, questions-réponses, puisque évidemment, leurs interventions vont certainement susciter beaucoup de questions de votre part. Et donc, nous vous conseillons de poser toutes vos questions dans cette rubrique QR et nous y répondrons donc, à la fin des deux interventions. Voilà, donc vous arrivez progressivement. Donc, je vais bientôt donner la parole à Dominique, qui va faire une intervention sur un, un, un plan qui va suivre le plan suivant que je vous affiche. Et donc, Dominique va pouvoir peut-être prolonger sa présentation et nous présenter ce qu'elle souhaite nous présenter sur ce sujet de la transmission des exploitations agricoles et de leur mission. Dominique, vous avez la parole. Merci Philippe, bonjour à tous. J'ajoute simplement que je suis membre du LASA, le laboratoire de socio-anthropologie de l'Université de Franche-Comté, et que mon intérêt pour la transmission n'est pas récent puisque je travaille sur ces problématiques depuis mon premier ouvrage, c'est 1997, le choix du successeur à la transmission patrimoniale. Donc, vous voyez qu'il y avait déjà quelque chose de tout ça. Et je continue encore aujourd'hui à participer, notamment dans un des projets de recherche, à deux projets de recherche en cours. L'un sur lequel on reviendra peut-être tout à l'heure, et puis un autre auprès des jeunes de lycée agricole sur les savoirs et la transmission. Pour commencer, donc, je vais remercier les organisateurs de ce web séminaire, les deux Philippe et Bertrand Valliorgue. François, bien sûr, aussi pour avoir accepté de discuter après mon intervention. Je vous remercie de cette invitation à parler de la transmission dans ce séminaire conclusif. Réinventer une nouvelle agriculture, réparer la terre, envisager de nouvelles missions pour l'agriculture de demain. Voilà le programme auquel Bertrand Valliorgue nous a conviés dès la première séance de travail et auquel les intervenants précédents dans les disciplines ont tenté de répondre à partir de leur discipline d'appartenance. Alors, je vais dire d'abord que la sociologie est assez peu familière du concept de mission ou du terme de mission. Pour autant, je vais y revenir tout de suite, mais pour autant, je l'ai empoigné. Je me suis dit, bon, ben, tiens, c'est pas notre vocabulaire, mais comme une opportunité, en fait, pour construire cette intervention et essayer de réfléchir ensemble. Je me suis d'abord dit que si l'on envisageait des nouvelles missions pour l'agriculture de demain, il serait bon de revenir sur celles que les agriculteurs assumaient hier. En effet, pour moi, de manière un peu évidente pour tout le monde,
Par exemple, quand on dit les paysans ils doivent nourrir la nation, nous, on appellerait ça un peu du sens commun, c'est-à-dire ça, c'est des choses qui nous apparaissent à tous évidentes, de la même manière que dire aujourd'hui, la mission des paysans aujourd'hui, c'est de réparer la terre. Moi, en tant que sociologue, je pense que ce sont plutôt, je les appellerais plutôt des mandats, ces projets qui sont des objectifs tout à fait honorables, hein, mais qui pour moi ne suffisent pas à faire une mission. La mission, elle impose aux agriculteurs, elle s'impose comme une raison de vivre parce qu'ils habitent cette terre et qu'ils la travaillent à la suite des générations qui les précèdent. Ils héritent de cette terre, ils ont, alors pour mission, moi c'est c'est comme ça que je vais entendre la problématique, ils ont pour mission de la transmettre. Une mission, un devoir de la faire durer, continuer à vivre après l'avoir fait fructifier. Et c'est à cela que des générations successives se sont attelées depuis la nuit des temps. Donc, cette transmission me semble être vraiment une obligation ou encore, on pourrait presque dire une vocation, mais je ne veux pas entrer dans ce terme-là qui, pour les sociologues, est un peu plus compliqué. Donc, de ce mode de transmission dont je vais parler, qui fonctionne adossé à une exploitation familiale, c'est-à-dire à une entreprise dans les rapports familiaux, dont les rapports familiaux et professionnels se confondent. Hein. C'est-à-dire que le père est aussi le patron, la mère est aussi la conjointe de l'exploitant, le fils est le successeur. Vous voyez bien qu'on est dans des rôles sociaux et professionnels, ou familiaux et professionnels, qui se superposent. Je renvoie aux travaux d'Alice Barthez dans les années 80, et puis de nombreux sociologues ensuite, puisqu'on a tous travaillé sur ce rapport très, très confusionnel, on pourrait dire. Les décisions professionnelles, les choix économiques, la décision d'installer un fils sont toujours marquées du sceau de la famille, même si, et peut-être François y reviendra là-dessus, mais c'est une famille qui n'est plus aujourd'hui la famille dont on parlait au début des années 60 et encore moins à la fin du 19e siècle, bien sûr. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on assiste à un manque de successeurs familiaux qui pose, à mon sens, alors là pour le coup, un problème de démographie, mais plus encore, à mon sens, c'est une révolution, me semble-t-il, dans l'histoire de la profession agricole. Je reviendrai tout à l'heure sur cette question. Moi, je vous propose, à partir d'un modèle anthropologique assez connu chez les socio-anthropologues, qui est le modèle de Marcel Mauss, 1925, mais qui a été relu par des sociologues plus contemporains, je pense notamment à Alain Caillé et à Norbert Alter, qui proposent de considérer que la société repose sur un système d'échange fondé sur une triple obligation, qui est l'obligation de donner, recevoir et rendre. À partir de ce modèle-là, je donne à quelqu'un, il le reçoit et il va le rendre ou à moi ou aux générations précédentes ou aux générations suivantes. À partir de ce modèle de triple obligation, je montrerai que la crise des successeurs peut être une opportunité pour tenter de garder des hommes, parce que pour que l'agriculture soit ait des missions, enfin la première le premier des mandats, on pourrait dire aujourd'hui, c'est quand même de garder des hommes
pour la travailler, cette terre. Hein. L'autre mandat, c'est de sauver la terre. Je pense on pourrait, dans une hypothèse optimiste en tout cas, penser qu'on peut garder les hommes et sauver la terre. Alors, dans une première partie, vous le voyez sur le plan qui est affiché, donc je le reprends, je le redis pas tout de suite, je commence la première partie qui concerne ce que transmettre veut dire. Et là-dedans, donc, je vais développer ce qui figure dans le plan. Quel est l'objet de la transmission en agriculture? Transmittere en latin, ça signifie passer quelque chose à quelqu'un. Et se passer quelque chose à quelqu'un renvoie à deux aspects de la tradition sociologique qui sont importants, à savoir le temps et l'espace. Mais avant tout, en agriculture, qu'est-ce que ce quelque chose, hein? Passer quelque chose entre des personnes, qu'est-ce que ce quelque chose? Ce quelque chose, c'est ce qu'on appelle couramment le patrimoine. Alors, c'est bien sûr le patrimoine économique, la terre, les bâtiments, les troupeaux, etc. On connaît tout ce que les économistes connaissent très bien. Les pratiques professionnelles, hein, comment fait-on son travail? Quels sont les choix de pratiques que l'on fait? Avec qui, etc. Travail collectif, travail solitaire, enfin bon. Mais aussi les savoirs qui supportent ces pratiques. Vous savez, les paysans disent souvent le métier, on l'apprend en même temps que le reste. Alors, bon, il faut décortiquer tout ça, mais on voit bien que tout est patrimoine, enfin, les savoirs sont à inclure dans le patrimoine. Et puis, n'oublions pas, évidemment, les valeurs, les croyances, donc tout ce qui est patrimoine immatériel et symbolique, parce qu'en même temps que se transmettent ces différentes formes matérielles et du patrimoine, se transmettent des représentations, des idées, par exemple, une idée de l'indépendance, une idée des rôles sexués, une idée de l'autorité, ça s'appelle des représentations sociales, bien d'autres choses encore, et puis évidemment, une certaine idée de l'environnement, de la nature, qui circule dans la transmission du métier, donc dans la transmission du patrimoine. Tout ça, les sociologues, on appelle ça une culture professionnelle. Alors, j'en profite juste pour dire que dans cette culture, l'agriculture d'hier, puisque on parle de l'agriculture de demain, les agriculteurs d'hier, ils ont une vision de la protection de la terre. Ils ne sont pas, elle n'apparaît pas cette question de sauver la terre aujourd'hui ou depuis les années 90, 1990. Je veux dire, elle est là. Quand ils travaillent la terre, ils n'ont pas plus envie de la salir, de l'abîmer que ne l'ont les agriculteurs contemporains. La période 60-2000 a été une période sur laquelle on va revenir très vite, mais où ils ont été finalement, où ils finissent par être qualifiés de pollueurs, et où on n'a plus que cette image en tête. Moi, je voudrais quand même rappeler que l'idée de la nature et de l'environnement est une idée qui a toujours été dans la tête des gens qui travaillaient la terre. Enfin, on ne voit d'ailleurs pas comment ça pourrait être autrement. On ne casse pas son jouet non plus. Hein. Donc, voilà pour la première chose, le patrimoine. Deuxième chose, le temps de la transmission. Vous connaissez tous cette expression, on va laisser l'année prochaine, on va laisser notre exploitation dans 2 ans, on va laisser notre patrimoine à notre fils, etc. Comme on le dit d'ailleurs dans la transmission classique, je vais laisser ma maison à mes enfants, ou je ne sais pas quoi, ou mes bijoux.
Cette expression, elle dit quelque chose du temps de la transmission. Alors, de quel temps s'agit-il? Eh bien, il s'agit du temps biographique, historique, générationnel, c'est-à-dire toutes ces temporalités sont mêlées. Je prends un exemple tout simple sur l'agriculture. Le temps biographique, par exemple, il y a un moment précis de l'histoire biographique qui est la retraite, le deuil, le divorce, bon, qui sont des temps particuliers qui vont être importants hein, dans les modes de transmission. Un deuxième temps, ce moment, il s'inscrit dans une histoire de la profession. Quand je transmets, ben, je ne transmets pas n'importe quand, je transmets à un moment donné où les recrutements sont difficiles. Je transmets à un moment donné où les nouvelles technologies on révolutionne la manière de travailler. C'est pas tout le temps, c'est pas. Et en même temps, cette transmission, elle se réalise dans une histoire économique du pays, une période de récession, une période de croissance, une période d'état des marchés tout à fait particulière. Donc, l'acte de transmettre, il s'inscrit dans ces temporalités à la fois très particulières du moment où les personnes vont transmettre, mais aussi à partir dans une temporalité très longue qui est le temps des générations au travail. Hein. Les individus qui reçoivent un patrimoine aujourd'hui, ils portent en eux des histoires qui les précèdent, dont ils ont eu connaissance, même sans en connaître les protagonistes. Bon. Ça, c'est le temps. Donc, c'est très important quand on travaille sur la transmission, quand on veut comprendre ce que veut dire transmettre, ça veut dire quelque chose qui s'étire dans l'histoire longue des générations avec des moments particuliers, des temps particuliers dans lesquels transmettre. Deuxième élément, enfin troisième élément, pardon, le patrimoine au cœur de l'échange, le temps de la transmission, nous en sommes à l'espace de la transmission. Alors, toute territorialité s'organise selon un centre et des périphéries. J'ai entendu Philippe Janot en parler un peu d'ailleurs la semaine dernière. Le centre, c'est évidemment l'exploitation agricole et son chef. Les périphéries, c'est tout ce qui est environnement professionnel. Hein. D'abord les autres agriculteurs, mais aussi la filière à laquelle ils appartiennent, les organisations agricoles, les politiques agricoles, etc. Et puis évidemment, un environnement social qui est un espace où vivent les acteurs dans des territoires qui ont tous des spécificités. D'abord celle d'être urbaine, rurale, périurbaine, etc., qui vont marquer hein, des possibilités de transmettre ou de ne plus transmettre. Hein. Moi, je vois des exploitations aujourd'hui dans des villes comme Belfort, par exemple, où quand il ne reste plus qu'un agriculteur, eh ben, la question de la transmission, quand on interroge le fils de cette exploitation aujourd'hui, il vous dit, moi, je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire, ce que la ville acceptera que je fasse pour reprendre l'exploitation dans laquelle il travaille déjà, mais qui est l'exploitation familiale. Donc, ce temps plus cet espace font que transmettre, c'est une mission anthropologique au sens de il faut durer, hein, que l'exploitation dure dans le temps et l'espace à venir. Transmettre, c'est aussi une mission anthropologique dans le sens où elle permet de relier des cédants et des successeurs dans cette perspective de durée. Hein. Le dur désir de durer, dit le poète Paul Éluard. Donc, transmettre engage les acteurs, cédants et successeurs, dans le cycle de l'échange où chacun à son tour
le fils à l'égard de son père, le père à l'égard des grands-parents ou à l'égard de la génération suivante. Chacun à son tour est un endetté. Nous naissons endettés puisqu'on nous a donné la vie, eh bien nous sommes des endettés toute notre vie puisque on hérite de ceux qui nous précèdent et en l'occurrence sur les exploitations agricoles, on transmet, on rend ce que l'on a reçu dans la transmission et chacun son tour va jouer ce rôle, enfin tenir ce rôle de donateur et de récipiendaire ou de donateur et de donataire. Et d'une certaine manière, payer sa dette en se libérant, en transmettant l'exploitation agricole. On comprend donc que la fabrication du successeur fait partie de ces 3 obligations maussiennes, donner, recevoir et rendre. Ne pas pouvoir se retrouver face à l'absence de successeur, ne pas avoir pu fabriquer un successeur, c'est ne pas arriver à assumer la mission qui lui a été confiée, qui est de transmettre. Donc, il risque, ce cédant, d'apparaître aux yeux de ses collègues, mais aussi de sa famille, comme le maillon faible de la génération, c'est-à-dire le responsable de la rupture intergénérationnelle. Voilà pour ce qui est de la transmission. Je vais vite parce que je vois que je suis très en retard. La crise de la transmission familiale, on sait juste en 2 mots, je pense qu'on y reviendra peut-être un peu après, mais même si près des 3/4 des nouveaux installés sont fils et filles d'agriculteurs et reprennent l'exploitation familiale ou remplacent leurs parents au sein d'une société agricole, on assiste depuis les années 2000, ça c'est des chiffres de 2010, on assiste depuis les années 2000 à une crise qui se caractérise par un manque de successeurs familiaux. Patrick Champagne, pour ceux qui connaissent, en 2002, se posait déjà cette question. Et on assiste à donc cette crise particulière du manque de successeurs. Et je redis, une crise inédite dans cette profession. Les exploitations ont diminué évidemment depuis les années 60. Je ne vous donne pas les chiffres ici parce que je les ai sous les yeux, mais je n'aurai pas le temps. Donc, évidemment, les exploitations ont diminué, mais là, on arrive. Pourquoi la situation est inédite? Parce que les agriculteurs n'ont plus, pour certains d'entre eux, la possibilité de transmettre au sein de la famille. Le deuxième élément important de cette crise, c'est évidemment le vieillissement de la population agricole. Juste un chiffre, l'âge moyen des chefs est de 49,1 ans. Les plus de 55 ans, hommes et femmes confondus, représentent 36,4% de l'ensemble des chefs. Et les flux d'entrée dans la profession ne comblent pas évidemment les flux de sortie. Donc, la crise familiale pose un problème, la crise des successeurs, pardon, pose un problème démographique à la profession. On peut s'interroger sur pourquoi les fils d'agriculteurs renoncent à s'installer. On a quelques idées, trop de travail, trop peu de revenus, des conflits familiaux. J'ajouterais l'agribashing parce que les jeunes interviewés, moi, que je vois en ce moment dans les lycées agricoles, fils ou filles d'agriculteurs, d'éleveurs, disent qu'il y a une seule chose qui pourrait les faire renoncer à l'installation, c'est l'agribashing. C'est-à-dire qu'ils sont, et quand je vous assure, quand ils racontent, ils sont assez émus. Ces jeunes-là, ils sont en formation à l'environnement, donc ils sont sensibilisés à cette question, peut-être plus que les autres, mais en tout cas, alors qu'ils vous parlent de passion du métier, qui rien n'aurait pu les empêcher de succéder, eh ben, ils disent sauf ça.
en invoquant le manque de connaissance de leur métier par les autres populations. Donc voilà, j'y reviens juste tout de suite après. Alors, transmettre hors de la famille. Si l'absence de successeur est donc un problème démographique, je vous le disais au début, c'est peut-être une opportunité, puisque ça va pousser les cédants pour accomplir cette mission de transmission, de chercher ailleurs. Ailleurs, ça veut dire chercher hors de la famille agricole. Et il me semble que, donc, ainsi d'ouvrir une autre manière, enfin, à une autre manière de féconder la transmission. Il me semble que, enfin, j'ai regardé pour que je puisse faire assez vite, il y a 3 scénarios qui me semblent intéressants et qui sont des scénarios que j'ai tous rencontrés sur mes terrains de recherche. Le premier scénario, c'est celui qu'on connaît bien, c'est vendre leurs biens pour agrandir des structures agricoles voisines, auquel cas ils gardent des hommes à la terre, puisqu'il faudra bien que les plus grosses exploitations qui vont les absorber trouvent un associé, s'agrandissent en termes de nombre de personnes. Bon, ça permet cela. Je ne connais pas suffisamment ce milieu des grandes exploitations, enfin des très grandes exploitations, pour savoir ce qu'il en est de l'environnement et du maintien de leur sensibilité à cette question. François, tu m'excuseras de te renvoyer cette interrogation pour cette première chose. Donc, premier scénario, ça peut être ça. Eh ben, on ne trouve pas, on vend à l'agrandissement. Moi, ce que j'ai vu sur le terrain de Farm Value avec lequel on travaille avec François, entre autres, c'est que les agriculteurs en place disent c'est la dernière solution que l'on veut trouver. On fera ça si on ne peut pas faire autre chose. Deuxième scénario, ouvrir le marché du travail à d'autres que la famille, c'est-à-dire chercher une personne désireuse de s'installer, mais non issue du cadre familial. Les profils des hors-cadres familiaux sont très différents. Les sociologues, enfin, Marie-Gilles et Alice Barthès, dans les années 2000, ont travaillé sur ces premières installations hors cadre familial. Ça fait déjà 20 ans quand même. Hein. Et elles ont montré qu'on assistait à une sorte d'adoption du hors cadre familial où se reconstitue un lien entre le hors cadre familial et le cédant, où ils disent par exemple, avec lui, c'est comme si c'était mon fils. Hein. Donc il y a une reconstruction, il y a de la fabrication de parenté dans cette interaction qui ressemble à la, je vais vite finir, hein, à la parenté classique. Dans ce cas-là, pour le hors-cadre familial, quel sens peut-il y avoir à pérenniser le patrimoine? Eh bien, si on pense au patrimoine dans sa dimension de patrimoine local, hein, le territoire, le village, mais aussi les responsabilités professionnelles dans la commune, dans les organisations, dans la coopération s'il y en a, etc., alors le hors-cadre familial peut se sentir investi par l'installation de cette mission et un patrimoine local, on est chargé de l'entretenir, on est chargé de le faire fructifier, on est chargé d'en prendre soin. Et ça aussi, c'est une manière de prendre soin de la terre. Ce n'est pas forcément
la terre agricole, ça peut être aussi tout ce qui l'entoure. C'est pour ça que j'évoquais cette dimension du patrimoine tout à l'heure. Ce deuxième scénario, il permet au cédant de réaliser sa mission, il transmet, et puis il permet à un successeur hors cadre familial d'intégrer la profession. Pour ça, il faudra, mais comme il faudra dans les autres scénarios, que les successeurs et les cédants s'accordent, hein, sur des pratiques professionnelles. Mais peut-être que là, les hors-cadres familiaux découvrent aussi que les cédants ne sont pas tous, encore une fois, des pollueurs ou sortent de cette idée commune, hein, d'une agriculture qui est pollueuse et qui n'est pas bénéfique, hein. C'était mon deuxième scénario, c'est ça. Je voulais dire juste à ce propos, ou bien j'y reviendrai tout à l'heure dans les questions. Troisième scénario, alors, non, quand même, dans ce deuxième scénario, on a aussi ces jeunes dont je vous parlais tout à l'heure qui sortent des lycées agricoles, qui sont fils d'agriculteurs, ils ont en commun avec les hors-cadres d'être de la même génération. Donc, ils sont, eux, plutôt que de nourrir la nation, ils vont dire qu'il faut protéger la terre. Ils sont évidemment soucieux de cela. Donc, moi, j'ai rencontré des jeunes qui sont très contents d'apparaître aux yeux de leurs propres parents comme des innovateurs, en leur disant, mais allez, il faut changer ça, moi je veux bien reprendre, mais il faut qu'on se mette à des pratiques environnementales propres, enfin, etc. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'on voit que le conflit des générations classiques, pour lequel certains ont quitté l'exploitation agricole, hein, eh bien, ces jeunes-là, aujourd'hui, la possibilité d'amener un changement et d'innover est pour eux, c'est le challenge, quoi. Enfin, c'est la possibilité. Enfin, il faut qu'ils convainquent leurs parents que c'est comme ça qu'il faut faire. Et les parents, s'ils ne craquent pas, eh ben, à ce moment-là, ils ne transmettent pas. Voilà. Donc, mais ça, ils l'ont en partage avec les hors-cadres familiaux. C'est une histoire de génération, hein. Et je pense que là aussi, c'est un temps très particulier où on ne peut pas dire il y a ceux qui massacrent la terre, puis il y a ceux qui la protègent. Et on voit bien là, quoi. C'est une histoire de génération. Et dans ce cas-là, évidemment, on peut sauver la terre et les hommes, puisque ces jeunes-là, ils vont bien sûr reprendre. Troisième scénario, qui est en fait la méconnaissance culturelle, c'est-à-dire que comment il faut absolument que, enfin, un des résultats de la recherche Farm Value, c'est que les cédants mettent en place des temps de collaboration avec ces jeunes hors cadre qui souhaitent devenir agriculteurs pour se connaître, hein. Il faut accepter de prendre le temps, alors voilà, de la reconnaissance de l'autre, de la connaissance et de la reconnaissance de l'autre pour arriver à établir une confiance, hein, comme le dit Alain Caillé dans son dernier ouvrage, une confiance sans laquelle on ne peut pas travailler ensemble. Je vous évite le scénario catastrophe parce que je n'ai pas le temps, mais je peux vous en reparler tout à l'heure. Je voudrais terminer sur une note plus pessimiste et je vous conseille, en vous conseillant un ouvrage de Philippe Dartière qui s'appelle Le peuple du Larzac et qui nous raconte l'histoire d'une lutte sur un territoire sur lequel les paysans ont impulsé un esprit de faire ensemble qui perdure encore aujourd'hui. Donc,
qui perdure pas simplement pour ceux qui étaient militants en 1970, hein, qui perdure avec les populations qui habitent là sur la totalité du territoire du Larzac. Et qu'est-ce que c'est au fond? C'est vivre ensemble, c'est arriver à vivre ensemble au service de la terre et de sa sauvegarde, qui serait considéré comme un bien partagé au service de notre commune humanité. Je vous remercie de votre attention. Merci Dominique. Je voulais juste, avant de donner la parole à François, vérifier. Quand vous avez dit je termine par une note un peu plus pessimiste, moi, Non, c'est bien optimiste. Optimiste, pardon. Ah non, je ne voulais pas terminer, mais comme j'ai enlevé la note pessimiste, très pessimiste, je vous la raconterai peut-être. D'accord, parce que j'ai lu un article récemment sur ce sujet-là dans Le Monde et qui effectivement me donnait une note d'optimisme. Oui, merci. C'est une note d'optimisme. Oui, merci Dominique. Et donc, du coup, François, complément, réaction, discussion, tu as la parole. Merci beaucoup, merci Philippe, merci Bertrand Valiorgue, merci Philippe aussi pour cette invitation à discuter. Ma camarade de projet de recherche, Dominique Jacques Jouvenot, hein, avec qui j'officie dans le cadre du projet Farm Value, qui est piloté par Laure Latruffe. Et donc, c'est autour des enquêtes que je mène actuellement aux côtés donc, de Laure, Dominique, que je vais vous proposer des éléments de réflexion peut-être complémentaires qui visent peut-être à discuter non seulement Dominique, mais à apporter des points ou des éléments à la compréhension de ce phénomène qu'on appelle, ou du moins de ce moment qu'on appelle la transmission. Juste en aparté, puisque l'objet même quand même de ce séminaire porte sur l'agriculture à l'heure de l'Anthropocène, renvoie à ces questions de sauvegarde aussi, hein, d'un patrimoine naturel. Je voudrais rappeler, et ça me fait penser à un ouvrage qui a été publié dernièrement par Mathieu Gervais, hein, qui a soutenu une thèse remarquable sur les mouvements paysans il y a quelques années de ça. L'expression « nous, on se sauve nous-mêmes » est consubstantielle de la production du discours professionnel en agriculture. Il ne faut pas oublier quand même que l'épopée modernisatrice, le passage de la ferme familiale paysanne à l'exploitation agricole à 2 UTH, renvoie à la nécessité de se sauver, entre guillemets, hein, ou de s'arracher d'une condition sociale. On était bien au cœur, la sauvegarde était bien, au cœur du projet modernisateur aussi dans les années 30, 40. Il fallait poursuivre l'œuvre du créateur d'une certaine manière. Donc, n'oublions pas quand même que cette idée de sauvegarde, elle est très présente dans le discours professionnel dès les années 50-60, et les mouvements de la gauche paysanne vont se réapproprier aussi cette question, et c'est quelque chose que Mathieu Gervais traite dans son ouvrage. Donc je vous invite à regarder ces écrits qui portent justement sur la manière avec laquelle le mouvement professionnel pense la sauvegarde, pense sa mission ou ses missions. Et très souvent, les missions telles qu'elles ont été pensées par les agriculteurs et leurs organisations faisaient référence à cette matrice chrétienne, et je pense que c'est important peut-être de le souligner. Alors, merci Dominique de ces éléments de réflexion. Alors moi, comment j'appréhende la transmission? Alors, je l'appréhende au regard de ces enquêtes que je mène actuellement dans le Béarn, dans l'Aveyron, dans la Haute-Garonne. Je l'appréhende aussi au regard des travaux que je mène depuis quelques années dans les grandes exploitations agricoles, notamment du secteur des fruits et légumes. Alors, qu'est-ce que je vois? Je perçois quoi? Je perçois souvent le fait que le mot même de transmission n'est plus forcément adapté. De quoi parle-t-on quand on parle de transmission? Je pense que c'est aux chercheurs aujourd'hui de déconstruire cette notion qui nous emprisonne dans la façon de concevoir ce qui va devoir succéder à ces agriculteurs qui sont en place. Pourquoi? Parce que le temps de la transmission, c'est le temps de la cession de parts. Très souvent, dans la plupart des exploitations aujourd'hui, n'oublions pas que les exploitations agricoles françaises, certes, sont familiales, mais elles sont avant tout familiales pour des raisons capitalistiques. Et on voit bien que les exploitations qui se développent sont des exploitations en forme de société. Donc la transmission, c'est d'abord la cession de parts. Et c'est ensuite souvent l'arrangement. Et donc pour reprendre ou pour poursuivre la réflexion sur le temps de la transmission, je pense qu'il faut bien dissocier ces deux moments dans le temps de la transmission, la cession et l'arrangement. La transmission, elle ne s'opère véritablement qu'au moment où les deux temps soit coïncident, soit ont été du moins échafaudés, réalisés. C'est-à-dire qu'en fait, très souvent, moi ce que j'observe sur le terrain, c'est que
on a parfois des jeunes qui reprennent des parts dans des entreprises, dans des GAEC notamment, mais que la transmission, elle ne s'opère pas forcément, parce que quand on regarde de près ce qui se passe dans certains GAEC, notamment en élevage, eh bien, notamment du côté des ORCAD, il y a des processus de sortie très rapides. Donc, la question qui est posée, c'est comment on pense aujourd'hui la transmission, alors même que la plupart du temps, cette capacité à accueillir même soit un fils, soit un hors cadre est de plus en plus difficile à faire tenir. Donc, et comment on arrive à penser la transmission dans la perspective effectivement de la sauvegarde des ressources, alors même que l'installation est souvent pensée comme un moment dans une carrière. C'est-à-dire que nous, très souvent, on imagine la transmission comme étant effectivement le produit d'une filiation, la poursuite toute simple d'un projet qui aurait été construit. Or, si céder, c'est reproduire, alors même que durant toute une carrière, on a pu souffrir ou énoncer ce qui s'apparente à une assignation. C'est aussi ça le discours quand même des cédants. François, un problème de connexion, me semble-t-il. Dominique, vous m'entendez bien, vous? François doit subir ce que nous subissons tous, c'est-à-dire des moments de coupure de Wi-Fi. Peut-être qu'en attendant que François revienne, Dominique, il y a une question que je trouve intéressante concernant les scénarios dont vous avez parlé, en partie, et donc avec une question qui dit y a-t-il pas, Edouard qui pose la question, n'y a-t-il pas un autre scénario de transmission qui se développe, reprise par les enfants du patrimoine, mais mobilisation d'entrepreneurs, c'est-à-dire que en fait la propriété reste familiale, mais la gestion se fait par un autre agriculteur ou une entreprise agricole. Il faut remettre votre son. Oui, oui, il y a des situations comme celle-là, enfin, ou en tout cas, où la question de la terre se pose plus particulièrement, c'est-à-dire où les cédants conservent la terre, ne la vendent pas, c'est-à-dire la louent aux successeurs. Je ne sais pas si c'est ce cas-là dont veut parler votre internaute. Mais, non, non, enfin moi je le vois puisque je suis directement concerné. oui. Moi, dans ma famille, mon frère a une ferme et il exploite des fermes, mais pour le compte d'une famille, hein. Et ça ne se fait pas en fermage, ça ne passe pas par le fermage, ça passe par la prestation. Oui, alors ça, François serait mieux à même de vous répondre à cette question-là. D'accord, donc on la reposera pour François. Et alors, donc, une question là qui est très plébiscitée, c'est que vous avez parlé des fils dans les successions et peu des filles. Est-ce que c'est un abus de langage ou est-ce que c'est Non, non. un constat? C'est vrai, on devrait dire les fils et les filles, comme on dit les chefs et les chefs d'exploitation. Alors, bon, moi, je travaille particulièrement sur des zones d'élevage, donc il y a très peu. Là, l'enquête Farm Value, on a une fille sur les 40 personnes qu'on a interviewées qui est successeur. Mais la question est justifiée, hein, mais elles ne sont pas nombreuses. Voilà. Désolé, la connexion a coupé. Oui, François est revenu, ça nous arrive de temps en temps. Désolé. Là, je pense que peut-être pendant ton… Là, vaut mieux Non, que tu non, coupes ta caméra. Il n'est plus là. Ça y est, je suis là. Voilà, là, vas-y, continue ton temps de discussion. Oh, je pense que c'est surtout parce qu'un autre réseau a pris la main sur mon réseau habituel. C'est surtout ça. Non, ce que je voulais dire, c'est que souvent, en fait, bon, d'une part, on a des trajectoires préinstallatoires qui sont plus sinueuses. Je pense qu'il ne faut quand même pas oublier aujourd'hui que la plupart, pour un tiers des jeunes qui reprennent une exploitation,
cette transmission ou cette installation, elle s'opère dans un cadre qui est celui même de la pluriactivité. Et même en zone d'élevage, ce qu'on observe, et puis les spécialistes de la question le montrent bien, même en zone d'élevage en bovin-viande, aujourd'hui, on a quand même un développement fort de la pluriactivité. D'autre part, quand il y a des installations, et notamment en zone d'élevage, on le voit en ovin-lait ou en ovin-viande, ces installations, elles se font plus tardivement. Et donc, on a un turnover qui est beaucoup plus grand qu'hier, notamment dans certaines filières d'élevage. Prenons le cas de la filière ovin-lait ou ovin-viande, je le vois notamment dans certains départements. Toute la question est de savoir comment on pense un projet de transmission à l'échelle d'un territoire, alors même que ceux qui sont censés reprendre l'exploitation vont le faire beaucoup plus tardivement et vont le faire avec l'idée que l'agriculture est une étape dans une carrière. On est bien sur un maillon, on n'est pas forcément sur une chaîne, on n'est pas dans une filiation forcément. Donc la question qui est posée aussi, c'est comment on pense la transmission des exploitations, alors même qu'on a aujourd'hui des repreneurs qui ne vont pas se projeter de la même manière, je le disais avant que ça coupe, dans des exploitations qui sont en place. Parce que la question qui est posée aujourd'hui, c'est pas tant le défaut de porteurs de projets. On a énormément de porteurs de projets dans les PAI, et notamment des porteurs de projets qui veulent reprendre des petites fermes, etc. Sauf que le projet de reprise de petites fermes ou le projet d'installation renvoie avant tout à la création même de petites fermes. Et toutes ces petites exploitations qui sont encore là et qui doivent être transmises demain restent sur le carreau. C'est-à-dire qu'on a des transmissions qui ne se font pas, ou des installations du moins qui se font à côté. Donc la question qui est posée à l'échelle du territoire est de savoir comment on va transmettre un ensemble d'exploitations qui pourrait, si un travail avait été fait, correspondre, ou du moins la question qui se pose aujourd'hui notamment aux décideurs est de savoir comment on accompagne, même dans le départ, parce que penser la transmission, c'est penser le départ, et ça on le fait de moins en moins, c'est comment on fait en sorte que les structures même d'exploitation puissent correspondre à ces projets qui sont ceux de ces repreneurs, puisque Dominique le disait très bien, et c'est peut-être ça le problème de l'agriculture, transmettre, c'est avant tout transmettre une dette. S'installer, c'est avant tout s'endetter, et c'est avant tout s'endetter symboliquement, et tous les travaux de Dominique le montrent très bien, cette désignation du successeur est quelque chose qui est de plus en plus pesant, même pour des enfants d'agriculteurs qui, s'ils décident de reprendre l'exploitation, ils décident de la reprendre, et je ne dirais pas de la reprendre, mais de la recréer, c'est-à-dire qu'en fait, très souvent, la reprise est synonyme d'une réinvention du cadre et du dispositif productif. Donc, on a des exploitations dans lesquelles une nouvelle génération, même d'enfants d'agriculteurs, ne se projette plus forcément, et on a, qui plus est, des hors-cadres familiaux qui souvent ne sont pas si hors-cadres que ça, qui ne se projettent pas non plus dans l'offre d'exploitation qui est déjà en place. Et d'autre part, et je terminerai peut-être là-dessus, quand on souligne le fait que effectivement l'agriculture française demeure familiale, rappelons juste un chiffre, seuls 18% des chefs d'exploitation aujourd'hui sont mariés à un conjoint ou une conjointe qui exerce le même métier. Et je vous passe tous ceux qui sont mariés avec des conjoints ou des conjointes qui exercent le métier d'agriculteur ou d'agricultrice sur une autre société civile d'exploitation agricole. Donc quand on regarde bien, le modèle familial qui correspond à cette coïncidence juste et parfaite entre détention du capital, organisation du travail et détention du capital foncier, ne correspond plus qu'à 20% des exploitations françaises. Donc la question de la transmission, elle se pose notamment pour des collectifs aujourd'hui qui prennent des formes de plus en plus différentes, et construire un collectif transgénérationnel ne va pas de soi aujourd'hui. On voit combien dans les GAEC aujourd'hui, c'est très difficile, notamment pour les hors-cadres. Et encore dernièrement, je discutais avec un hors-cadre qui me disait combien il était difficile pour lui de trouver des gens qui allaient remplacer l'associé qui partait. Donc, parce que là aussi, il ne s'agit pas simplement de céder des parts et de faire entrer. Il faut pouvoir donner quelque chose aussi, ou faire en sorte que le repreneur puisse avoir un espace dans lequel il va penser un projet créatif. Et ça, c'est l'une des difficultés, malgré des dispositifs comme les GAEC, malgré des formes d'organisation sociale de la production en collectif, on voit bien que, ces collectifs qui datent des années 60-70 ne fonctionnent plus toujours. Ils peuvent fonctionner, certes, mais ils ne fonctionnent plus toujours. Et ils sont les témoins aujourd'hui de processus de va-et-vient auxquels ils n'ont pas été pensés. Et moi, ce que j'observe, notamment dans le cadre du projet Farm Value, c'est que les GAEC sont avant tout faits
pour faire de l'agrandissement. Et avec la transparence, on a créé un bel outil qui permet avant tout d'installer madame, d'installer un fils qui va reprendre une DJA. Donc, est-ce que pour autant, ça participe d'un projet de transmission? Je serais moins convaincu de la chose. Donc, tout ça pour dire qu'on a aujourd'hui des formes d'organisation sociale qui doivent être peut-être repensées au regard de cette nouvelle mission, entre guillemets, même si, comme Dominique, je ne suis pas forcément très à l'aise avec cette notion de mission ou de contrat, c'est-à-dire que posons-nous la question de savoir quels seront les agriculteurs ou pas qui prendront en charge cette mission, parce qu'on voit bien quand même que le travail agricole repose de plus en plus aussi sur du travail salarié. Donc, est-ce que la mission, elle est simplement dévolue au seul chef d'exploitation? Là aussi, posons-nous des questions. Est-ce que, en termes d'éthique, il est juste de considérer que seule une catégorie sociale et professionnelle peut être chargée de cette dite mission? C'est une vraie question que je pose aussi sur la table. Et est-ce que la mission, c'est pas aussi transmettre des savoirs, des métiers à d'autres populations que la seule population de chefs d'exploitation? Donc, on est bel et bien face à un problème d'inadéquation qui peut enrayer ce processus, si on n'y prend pas garde, de construction de ce qu'on va appeler une nouvelle mission, qui serait celle de la sauvegarde effectivement des ressources, mais qui, je le rappelle, est quand même assez présente dans le discours professionnel depuis près depuis près de 30 ans, ou 30 ou 40 ans même. Voilà ce que je pouvais dire. Donc, c'est plus des compléments qui font écho à un terrain que je réalise en ce moment et qui me fait dire que tous les outils, contrairement à ce qu'on peut penser, ne sont pas forcément tous en place pour permettre justement cette transmission qui répondrait à un enjeu qui serait celui de cette nouvelle mission. Merci beaucoup, François. Alors, il y a des questions très intéressantes, comme d'habitude, dans le QR. Et alors, il y a une première série de questions. Laissez votre micro pour pouvoir répondre. Donc, sur les scénarios, Dominique a parlé de différents scénarios. François, tu n'as pas ton micro. Différents scénarios, et donc il y avait dans les questions un scénario qui portait sur dire, mais en dehors des scénarios proposés par Dominique, il y a aussi le scénario de maintien du capital de capital foncier par les générations suivantes, par les enfants, mais c'est la mise à disposition se fait sous forme à d'autres agriculteurs, se fait sous forme de demande de prestation, c'est-à-dire c'est les travaux à façon, ça se développe dans un certain nombre de fermes. Donc ça, c'est un scénario qui existe, mais il y a d'autres propositions. Il y a… Et tout simplement, excusez-moi, par rapport à ça, juste si je peux me permettre, ça se développe parce qu'on a des agriculteurs qui sont de plus en plus seuls aussi sur des exploitations et pour certains d'entre eux, n'ont même plus la capacité, parce que le voisin qui reste est à 15 ou 20 km, de créer même des CUMA. C'est-à-dire qu'on en est là aujourd'hui. Dans certains territoires, je tiens quand même à vous rappeler que l'action collective est mise à mal par la disparition même des agriculteurs susceptibles de la porter. Donc, on en est là dans certains territoires. C'est une question d'effectifs qui pose de plus en plus de problèmes. Effectivement. Alors, il y a deux questions, là, une de Véronique, une de Florence, en disant: que pensez-vous des transmissions coopératives qui y mettent des salariés, ou l'exemple des piscicultures d'Aqualand ou la reprise du foncier viticole par les COP, et du coup que les COP peuvent installer des nouveaux agriculteurs sur les fonciers achetés. Par exemple, on avait vu l'exemple dans les entretiens agronomiques Olivier Dessert des SCIC, des sociétés coopératives d'investissement collectif. Et puis, dans certains territoires, est-ce que la reprise d'exploitation ne va pas se développer avec des collectivités et avec éventuellement aussi des engagements d'urbains dans l'achat de parts de foncier? Comment vous voyez ça sur l'évolution de l'achat du capital foncier qui permet de favoriser justement la reprise par des hors-cadres? Alors là aussi, je pense qu'il y a toute une écologie donc des dispositifs à faire aujourd'hui d'installation. C'est ce à quoi s'emploie Cécile Gazot, qui réalise une thèse sur la question de ces dispositifs et démarches volontaires portées par des COP ou des acteurs qui ne sont pas des acteurs étatiques ou des collectivités.
La question qui est posée à ces dispositifs qui se mettent en place ne relève pas simplement de la question de l'accès au foncier. Je vous mets en garde, le terrain qu'on fait en ce moment avec Dominique et d'autres montre que l'un des enjeux, c'est peut-être le foncier dans certains cas, mais c'est aussi le remboursement des comptes courants associés. C'est aussi la capacité à payer la dette du cédant parce que les enfants du cédant réclament effectivement leur dû. Si leur père a considéré qu'il fallait abonder le capital de l'exploitation sans compter, si les prélèvements n'avaient pas été faits pendant des décennies, au moment de la transmission, ce que je peux vous dire, c'est que les ayants droit réclament leur dû. Et ce que j'observe moi, notamment dans certains GAEC et dans certaines exploitations, c'est que là, pour le coup, les coopératives ou d'autres acteurs pourraient être amenés à accompagner justement ce moment de transition qui est loin d'être simple. Donc attention, la question foncière est l'arbre qui masque pour moi aussi la forêt. On réduit trop souvent la question de la non-transmission à la question foncière. C'est une question, on est un certain nombre à la traiter, à la penser, mais le nœud ne se situe pas toujours là. C'est-à-dire que je pense qu'on est toujours pareil, hein, on était sur la dette symbolique tout à l'heure, mais on est sur des dettes qui sont relativement importantes aussi. Et on peut se poser la question de la capacité qu'auront certains acteurs à accompagner justement, soit en termes de trésorerie, soit en montée au capital de ces exploitations. Mais je pense qu'on a besoin de toutes ces initiatives. Attention, un certain nombre d'initiatives aujourd'hui se marchent sur les pieds. On voit bien que l'installation et la transmission deviennent un business, deviennent un marché. Il faut installer pour installer. Et je pense que à vouloir trop déclamer cette nécessité d'installer, on n'installera personne. Parce que juste un mot que je voulais aussi évoquer, c'est que le mot même d'installation est quelque chose qui fait peur et qui ne correspond plus au projet et à cette ambition créatrice qui est celle et qui est portée par des jeunes et de nouvelles générations d'agriculteurs. Comment voulez-vous qu'un jeune de 30 ans puisse considérer que l'installation fasse projet? Installer, c'est être assigné. Regardez toutes les professions où le mot même d'installation est prononcé. Confèrent les médecins, d'accord, où on voit bien que le mot installation est quelque chose qui rebute énormément les jeunes qui pourraient reprendre notamment des cabinets et que l'existence même d'une forme collective ne permet pas en soi d'attirer de nouveaux éléments. Bref, si la coquille, si le projet à l'échelle du territoire proposé par une COP ou autre ne correspond pas à l'ambition qui est celle de ces porteurs de projets, eh bien, toutes les coopératives de la terre ou toutes les formes collectives n'arriveront pas de toute façon à attirer. C'est-à-dire qu'il y a quand même un travail à faire. Il ne s'agit pas simplement de dire « Viens mon petit, je vais te donner une place dans une exploitation et tu vas voir ce que tu vas voir, ça va bien marcher ». Non, je pense que c'est plus ça. Et même un enfant d'agriculteur n'accepte plus que le père l'assigne à une fonction et l'assigne simplement à une reprise de part dans un GAEC. Ça, c'est bel et bien fini. Merci. Dominique, tu veux rajouter quelque chose ou... Oui, oui, non, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire François là-dessus. Okay. C'est bon. Donc, il y a une autre série de questions qui portent justement sur ce qu'a abordé François, sur la question de la carrière et du coup l'installation dans une carrière. Bertrand qui dit: est-ce qu'on peut usager des carrières agricoles plus courtes, un début professionnel hors de l'agriculture, une activité agricole de 10-15 ans et un troisième temps professionnel? Est-ce que vous observez cela? Et Jérôme qui complète: effectivement, on voit beaucoup de chefs d'exploitation qui, à 40-45 ans, décident de céder leur exploitation pour faire autre chose. Donc, du coup, le lien entre durée de carrière et temps et espace de transmission, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Oui, je pense que ça, c'est important. Mais en même temps, l'idée de carrière, elle a toujours été présente, même si on s'installait paysan pour le rester toute la vie. Ce qui change, évidemment, c'est que on n'a plus la même idée de la carrière. Enfin, François vient d'y revenir un peu. Mais on voit aujourd'hui même, alors il y a toute la question des départs précoces en agriculture, hein, de gens qui ont été désignés, assignés à cette place il y a 40 ans, et puis qui tout d'un coup se disent: mais moi ça va pas, quoi, je vais pas finir ma vie dans un truc que je n'ai pas voulu faire et que j'ai fait par désignation. Donc, il y a des gens qui s'en vont plus tôt, mais il y a aussi enfin, il y a un conseiller agricole qui me racontait l'autre jour que
il est en train de suivre des hors-cadres installés en 2000 qui sont en train de quitter la profession. C'est-à-dire, c'est dans cette nouvelle forme d'installation qui était les hors-cadres, il y a déjà des gens qui s'en vont de la carrière. Et c'est bien cette idée de carrière multiple d'une certaine façon. Hein. Il y a à la fois des gens qui ont travaillé à l'extérieur, qui sont très riches et qui viennent acheter des vignes dans le sud de la France et s'installer comme viticulteurs et qui peuvent, du point de vue du capital, etc., et puis qui ne vont pas forcément finir leur carrière ici pour aller réinvestir ailleurs et faire d'autres métiers. Donc, c'est sûr que la carrière, elle est à appréhender dans un temps haché, ou enfin, dans des temporalités plus nombreuses, hein, et plus récentes. Ce qui Et est de la sûr. même façon, il y a de la même façon, les formations qui sont quand même essentielles à la fois à l'acquisition de compétences et au déroulement de la carrière. Les gens passent par des formations très différentes, que ce soit des formations d'adultes ou des formations en lycée agricole classique et à des âges qui sont complètement différents de ce qui était avant dans la formation initiale. Oui, François. Ce qui est sûr, c'est que les outils économiques, notamment les coopératives, ne se souciaient pas de cette question jusqu'alors de la transmission. C'est quelque chose qui allait de soi. Les familles devaient, quoi qu'il en soit, transmettre. Donc, la construction d'un projet économique à l'échelle du territoire reposait effectivement sur ce qui allait de soi. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des acteurs qui sont obligés de s'emparer de cette question parce que la transmission, là, pour le coup, du projet économique à l'échelle du territoire ne va plus de soi non plus. C'est-à-dire que les contrats qui sont mis en place avec des acteurs des filières aujourd'hui eh bien, ne sont pas forcément remplis, ne sont pas signés parce que ces contrats étaient associés à des formes d'organisation du travail, c'est-à-dire à des formes d'entreprises qui ne sont pas aujourd'hui reprises par certains fils d'agriculteurs ou hors cadre qui décident de s'installer. Hein. C'est ce que j'appelle l'installation à côté. Donc, la question qui est posée est de savoir comment, au-delà de la transmission des entreprises agricoles, hein, se transmet un projet agricole à l'échelle du territoire. Avec ces va-et-vient, donc comment on ajuste cette volonté, cette impérieuse nécessité d'admettre que les projets sont considérés comme plutôt des étapes. Et c'est très vrai, notamment, je le disais tout à l'heure, dans le secteur déjà de la production ovine, où on voit des installations, on installe carrément, c'est du 1 pour 1 en élevage ovin aujourd'hui, une installation pour un départ. Donc, on voit bien qu'il y a des filières dans lesquelles ça ne pose pas de problème. Là, ce sont plutôt même des femmes, ce sont plutôt des hors-cadres, des investissements moins lourds, moins contraignants. Donc, ce va-et-vient est lié aussi à des types de filières qui peuvent le permettre. Toutes les filières ne le permettent pas. Mais la question qui est quand même posée à une filière, même comme la filière ovine, est de savoir comment se maintient la capacité de production à partir du moment où on a un turnover qui est beaucoup plus important. Et on voit bien qu'on est toujours dépendant des marchés extérieurs. Donc, malgré tout, et vous voyez dans des filières comme le lait où il y a d'autres difficultés en matière de reprise, où là, la reprise se fait difficilement, il y a eu des gains de productivité qui permettent pour l'instant de maintenir, mais jusqu'à quand? Donc, vraiment, la question qui est posée, c'est celle de la transmission des exploitations et la transmission d'un projet économique à l'échelle du territoire. Oui. Ouais, merci. Bon, on voit bien que ces questions, vous interrogez vraiment ces questions de transmission, de succession, d'installation. D'ailleurs, il y a une remarque d'une personne qui installe et qui dit, Edith, qui dit aujourd'hui, nous, on parle de création, reprise et on ne parle plus d'installation en termes d'installation, de création d'entreprise, comme on le dit dans les autres filières. La question des effectifs et la question des savoirs, parce que dans la transmission, il y a aussi, comme le disait Dominique, la question des savoirs. Bertrand, pose une question, cette crise de succession ne va-t-elle pas engendrer une grande perte de compétences agricoles ? Est-ce que vous voyez qu'effectivement, tout ce qui est dans le passage de relais en termes de savoir, surtout qu'on est à une période où on parle beaucoup de l'importance des savoirs locaux et donc des savoirs d'expérience,
Est-ce que ça, vous voyez aussi que effectivement, dans les reprises d'activité, eh bien, il y a ces difficultés en termes de perte de compétences? Non, moi je dirais qu'il y a une crainte des cédants de ne pas justement transmettre leurs compétences ou qu'elles ne soient pas reprises au service du nouveau projet. Mais les lycées agricoles comme les CFPPA, etc., enfin, moi je dirais, sont aussi, enfin, produisent des savoirs qui permettent aux nouveaux venus de faire comme l'ont fait les générations précédentes, c'est-à-dire de faire avec leurs compétences acquises en apprentissage, etc. Ils sont très souvent, et ça, moi, là, dans l'enquête avec les jeunes, je le vois très bien, notamment pour les hors-cadres, les stages qui sont présents dans la formation sont très, très importants. C'est-à-dire qu'il y a vraiment il y a vraiment un engagement hein, des étudiants dans ces stages et où ils vont en général dans des exploitations qu'ils ne connaissent pas ou qui ne sont pas du tout ressemblantes à celles de leurs parents ou pour les hors-cadres qui sont des premières rencontres réelles avec le métier, on pourrait dire. Hein. Donc, ça, c'est très important. Ce sont des savoirs différents qui vont se transmettre entre les maîtres de stage ou les cédants et les savoirs scolaires, mais ça, c'est assez classique. Hein. Donc, enfin, moi, je ne pense pas qu'il y aura de perte de compétences. Il y aura peut-être de nouvelles compétences, mais ça ne me semble pas du tout être problématique, quoi, ça. François, Peut-être plus sur les questions de connaissance de la profession, d'engagement dans les organisations professionnelles. On parlait d'ECUMA tout à l'heure, mais c'est vrai aussi de l'ensemble du système d'organisation agricole, quoi. Oui. Donc ça il me semble que c'est un peu… Bon, peut-être quand les gens s'installent, ils ne sont pas vraiment familiarisés avec la profession, d'autant que bon, elle n'est pas forcément très accueillante à l'égard des populations qui ne la connaissent pas. François, en complément? Oh, je suis tout à fait d'accord avec Dominique. J'interroge peu la question des savoirs hein, dans mes enquêtes. Ce que je vois simplement, c'est que les nouveaux venus importent aussi des compétences nouvelles, des connaissances nouvelles en matière de commercialisation, d'organisation du travail. Hein. Ils ont le plus souvent passé des années dans des entreprises comme salariés, donc ils ont un autre rapport à l'organisation du travail, à la coïncidence entre sphère familiale et sphère professionnelle. Ils réinventent hein, quand même, hein, je trouve, Oui, bien sûr. plus qu'ils n'oublient. Ils se réapproprient. Mais c'est vrai que c'est difficile pour moi de répondre totalement à cette question. Peut-être donc juste deux dernières questions. Une première de Jérôme qui dit pour la transmission n'est-elle pas aussi une notion d'évaluation et de valorisation au plus juste des enjeux de la mission? En gros, si à partir du moment où on évalue bien la mission et du coup qu'on la transforme comment dire, en élément de valeur, quoi, eh bien, comment est-ce que ça, c'est pas ça qui va permettre ensuite de favoriser tout le passage d'une génération à l'autre? Oui, alors ça, justement, c'est un peu ce sur quoi on travaille avec Dominique. Et c'est vrai qu'au lieu de parler de mission, on parle davantage de valeurs de l'exploitation, c'est-à-dire quelles sont les valeurs qui sont transmises. Et ce qu'on voit sur le terrain, c'est que parfois, tout le monde n'est pas d'accord sur le type de valeur qu'on va justement expertiser, identifier. On voit bien que les cédants ne vont pas mettre la valeur au même endroit que le repreneur. On voit bien que certains cédants ne savent pas où se situe la valeur même de leur exploitation. Hein. Pour réaliser des enquêtes avec des avocats, des experts fonciers actuellement, on voit bien que l'agriculteur, en plus, est complètement désorienté quand il s'agit même de penser la valeur de son exploitation et donc, d'une certaine manière, les types de missions qui lui sont allouées. Et c'est là qu'interviennent aussi de nouvelles catégories de prescripteurs. Et on voit bien aussi que la transmission est un moment souvent complètement impréparé et que la définition de la valeur ou la construction de la valeur
mais quelque chose qui n'a jamais fait l'objet même d'un échange ou d'une discussion entre collatéraux. Merci. Alors, il y avait deux questions là de Gaël, mais qui étaient très personnelles sur la transmission quand on n'est pas enfant exploitant. Donc, je vais me permettre de répondre parce que je viens de vivre personnellement. La solution qui apparaît la plus facile à mettre en œuvre, c'est le groupement foncier agricole qui peut intégrer aussi même des bâtiments d'exploitation. Et donc, le groupement foncier agricole, ce sont des parts du coup qui permettent effectivement à la fois que les enfants soient propriétaires d'une partie des parts et puis que l'exploitant puisse aussi s'investir en ayant lui-même des parts, en achetant des parts aux enfants qui souhaitent vendre. Donc, enfin, je ne sais pas, François, Dominique, mais je pense que c'est un modèle qui existe. Oui, alors ça existe quand on est incapable de faire vivre une indivision. Alors après, quand on va sur le terrain, on se rend compte que parfois le GFA est le dernier des dominateurs communs. C'est-à-dire qu'on fait un GFA parce qu'on n'est pas capable de s'accorder justement sur les missions de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on met tous les frères et sœurs qui ne sont pas actifs sur l'exploitation dans le GFA. La seule question qui est posée est de savoir si ces frères et sœurs auront la capacité de rester là sans demander leur dû. Parce que le jour où, par contre, les frères et sœurs demandent à ce que le GFA explose, c'est-à-dire on récupère ses billes, là, la question est à nouveau posée. Donc, c'est parfois, d'après les dires d'experts, reculer pour mieux sauter, ou alors c'est une solution quand frères et sœurs s'accordent à dire qu'ils ne resteront que les propriétaires de celui qui reprend. Voilà. Mais c'est effectivement une solution qu'on ne voit pas se développer non plus dans toutes les régions, mais dans certaines, oui, avec effectivement des limites à tout ça. D'accord. Dernière question posée par Bertrand. Il serait intéressant de dire quelques mots sur le scénario pessimiste, sur le mode du catastrophisme éclairé de Jean-Pierre Dupuis. C'est en pensant le pire que l'on peut éviter. Donc, Dominique, je vous renvoie, puisque vous avez hésité tout à l'heure entre optimiste et pessimiste, vous allez pouvoir donner votre avis. Est-ce qu'il vaut mieux, est-ce que c'est bien d'être dans le catastrophisme éclairé pour faire en sorte que finalement on reste optimiste, puisque effectivement ce que vous avez montré, c'est que a priori ça bouge, mais c'est pas non plus catastrophique. Oui. Non, le scénario catastrophe, enfin, moi que je trouve catastrophe, il m'a été raconté par un conseiller agricole, encore une fois, du Sud-Ouest d'ailleurs, et qui m'expliquait comment il se trouvait dans une situation où des hors-cadres familiaux s'installaient à côté pour le coup, des exploitants en place dans la même région. Et il voulait complètement, enfin, les ignorer, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune communication entre les uns et les autres, parce que les projets, évidemment, étaient différents, parce que les générations étaient différentes, enfin, pour toutes ces raisons qu'on connaît bien quand on s'installe à la campagne. Hein, mais que ces nouveaux hors-cadres ne voulait pas, absolument pas entrer en relation avec la population locale, et donc appelait des copains pour qu'eux-mêmes viennent s'installer à côté d'eux, etc. Alors sur des projets qui n'étaient pas forcément des projets énormes, et on finit par dire maintenant nous on ne mettra pas nos enfants à l'école du village et on va faire notre école nous-mêmes. Et donc, du coup, le village a perdu l'école puisque il aurait pu bénéficier des quelques enfants des hors-cadres qui étaient là. Voilà. Et ça peut arriver. Enfin, c'est-à-dire que et à mon avis, c'est vraiment de la méconnaissance culturelle. C'est de l'un et de l'autre. Hein. Moi, je ne suis pas là pour dire si les uns ou les autres ont raison, mais en tout cas, on voit bien comment aussi ça peut partir en vrille, quoi, tout ça. À partir du moment où les gens n'ont pas la volonté ou l'envie de vivre ensemble dans des communautés qui sont relativement petites souvent, hein. Donc les gens ils sont aussi contents d'avoir des nouveaux voisins, d'avoir enfin oui, de vivre avec d'autres personnes. Et le conseiller agricole me disait que c'était quand même assez catastrophique, quoi.
c'est désespérant en tout cas. François, catastrophisme éclairé, tu es d'accord? Non, moi je pense qu'il faut se dire que la transmission, tout simplement, reposera certainement pas uniquement, comme je disais tout à l'heure, sur les seuls chefs d'exploitation. Il est évident que d'ici 10 ans, on le voit notamment dans une région comme la Bretagne, qui est quand même un creuset d'activité agricole, 50% des chefs d'exploitation vont partir. Donc, alors, vous allez me dire, toutes les exploitations ne vont pas disparaître pour autant. Mais quand même, il faut bien se dire une chose, c'est que la transmission du projet agricole reposera sur d'autres acteurs. Voilà, reste à les penser. Mais sans que, il n'empêche que tu peux mettre tous les acteurs que tu veux. Tu peux très bien avoir des gens qui n'ont pas du tout l'intention de vivre ensemble. Voilà, exactement, exactement. Et c'est vrai que ce vivre ensemble aujourd'hui, là, est discuté par certains, tout comme le vivre ensemble en famille est discuté, est discutable. Donc, est-ce que c'est le scénario catastrophe? Pas forcément. On est dans un moment où l'agriculture se réinvente, les catégories sociales qui portent les métiers de l'agriculture se réinventent. Je pense que c'est facteur pour moi, ou du moins élément d'optimisme. Je pense qu'il faut y voir des éléments de réinterprétation de la façon dont on conçoit cette activité. C'est simplement ça. Et notamment quand on travaille, nous, avec Geneviève Nguyen, sur les questions de délégation, ce n'est pas simplement pour dire il y a un abandon du métier, il y a une redéfinition du métier, une redéfinition des priorités, une redéfinition des valeurs aujourd'hui dans ce secteur-là. Et c'est très, très stimulant pour les chercheurs que nous sommes. Merci beaucoup, on est obligé d'arrêter. Merci beaucoup, c'était à nouveau très riche. Et donc, ce cycle de webinaires s'arrête, j'allais dire pour l'instant, parce que je pense qu'avec Bertrand et Valeur et Philippe Jeannot, on va pouvoir imaginer peut-être une autre saison pour approfondir tous ces sujets qui ont été traités. Et donc, je vous rappelle que tous ces webinaires sont accessibles en replay vidéo sur la chaîne YouTube Agrinium à la playlist Refonder agriculture et anthropocène. Merci beaucoup Dominique, merci beaucoup François et à bientôt, je pense, pour poursuivre ces réflexions passionnantes. Et merci aussi de votre optimisme en disant ça se recompose, mais ce n'est pas la fin de l'agriculture comme certains peuvent le croire. À bientôt et bon été. Au revoir. Au revoir, bon été à toi aussi.